Bonjour et bienvenue dans cette émission du Média européen Délibératio, consacrée à l'intelligence artificielle en général et ChatGPT en particulier. Cette interview est enregistrée le 18 avril 2023 et nous allons essayer de comprendre comment et pourquoi, concrètement, ces nouveaux outils sont révolutionnaires pour les dirigeants d'entreprise. Et pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Alexandre, le célèbre serial entrepreneur. Laurent, tu es aussi chirurgien, énarque, conférencier, très recherché, auteur de livres, éditorialiste, leader d'opinion. Tu as à la fois une forte présence dans les médias mainstream et sur les réseaux sociaux. Est-ce que cette présentation te convient? Veux-tu ajouter quelque chose peut-être? Non, 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 c'est fidèle à la réalité. Rien à dire, donc très bien. Ce que je te propose, c'est que dans un premier temps, avant de comprendre comment utiliser l'intelligence artificielle et chat GPT en entreprise, je pense qu'il est important de comprendre comment il fonctionne pour en avoir une utilisation vraiment optimale. Aussi, pourrais-tu, s'il te plaît, nous expliquer ce que sont un algorithme, un modèle prédictif, le machine learning, le deep learning, la big data, comment ça fonctionne tout ça? Alors, pour faire simple, ChatGPT est le plus célèbre des LLM. Ce qu'on appelle un LLM, c'est un réseau de neurones profond particulier qui manipule particulièrement bien le langage humain. Un LLM, donc c'est un Large Language Model, c'est un réseau de neurones qui a la particularité de très bien analyser nos textes et bientôt aussi nos productions vidéo, nos images et nos sons, et qui est capable de synthétiser la connaissance humaine et de répondre à nos questions de façon interactive. C'est beaucoup plus puissant qu'un moteur de recherche, puisqu'on peut dialoguer avec ChatGPT en ayant la conviction qu'on a un humain en face de soi. Alors, au bout d'un certain temps, on se rend compte qu'on n'a pas un humain en face de soi parce que ChatGPT est plus fort qu'aucun être humain n'est capable d'être. On peut demander à ChatGPT d'expliquer les raisons de l'utilisation du tungstène dans les centrales nucléaires finlandaises dans la langue indonésienne et il va répondre en 7 secondes, puis lui demander en russe de décrire l'apport de Luc Ferry à la compréhension de la philosophie de Kant et il va répondre en 7 à 10 secondes, puis en espagnol d'expliquer ce qu'est un quark et le lien entre le Big Bang et le quark, puis d'expliquer la recette du kouglof en ch'ti, et enfin d'expliquer en italien le mécanisme des formations des geysers. Et il va répondre en moins d'une minute à ces 5 questions dans 5 langues différentes, sans aucune faute d'orthographe et de syntaxe. Aucun être humain n'est capable de synthétiser des connaissances aussi disparates, aussi différentes, dans plusieurs langues en quelques dizaines de secondes. Donc en réalité, on se rend compte assez rapidement qu'on n'a pas un être humain en face de soi parce qu'aucun être humain n'est capable de faire ce que peut faire ChatGPT, qui maîtrise la totalité des langues sur Terre, y compris les patois. Il maîtrise très bien le ch'ti, par exemple, et il est capable de discuter en basque et de simuler des dialogues en basque de très, très haut niveau, même sur des sujets très techniques comme l'énergie nucléaire. Avec mes enfants, je me suis amusé il y a quelques jours à faire dialoguer un paysan basque autonomiste, pro-ETA, avec un urbain contre l'indépendance du Pays basque, les faire dialoguer sur l'intérêt des centrales nucléaires en basque. Euh, L'un de mes amis est bascophone de naissance et je lui ai montré le dialogue. Il était bluffé par la qualité du dialogue et notamment par la parfaite maîtrise de la langue basque par ChatGPT. Donc, ChatGPT produit des résumés, des synthèses, simule des dialogues. On peut lui demander de discuter, je l'ai fait là encore avec mes enfants, d'organiser un dialogue entre Descartes et un électron au sujet du Big Bang. Et il va générer un dialogue absolument impressionnant en faisant parler Descartes avec un électron. Le résultat est très, très bluffant. Alors, de faire dialoguer un électron et Descartes, ce n'est pas très, très utile quand on est manager. En revanche, de demander à GPT-4, hein, qui est la dernière version de ChatGPT,
de faire une étude de marché sur l'évolution du marché des tracteurs indiens depuis 1957, quand on est fabricant de tracteurs ou de services aux agriculteurs, c'est plus intéressant. Et il est clair qu'une bonne partie des utilisations ludiques de ChatGPT n'ont pas d'intérêt dans le management des entreprises. En revanche, la synthèse de données, l'analyse de données, euh, l'organisation d'argumentaires, la préparation de mails personnalisés sont des choses que ChatGPT fait remarquablement bien et qui d'ailleurs vont être encore facilitées puisque l'ensemble des logiciels de Microsoft, Word, Excel, PowerPoint, Teams, Edge, Bing, etc., vont être branchés directement sur GPT-4 puisque Microsoft a une option sur 49% du capital de OpenAI, la maison mère de ChatGPT, et donc l'actionnaire de référence d'OpenAI. Donc, pour le management en entreprise, la palette de ce que peut faire GPT-4 est assez exceptionnelle, et beaucoup de gens sont d'ailleurs un peu inquiets sur ce qui va se passer avec GPT-5, car il faut le dire carrément, sans langue de bois, GPT-4 fait déjà beaucoup de choses mieux qu'un cadre moyen de 2023. Il est probable que GPT-5 va être sur des standards encore plus élevés. GPT-4 maîtrise remarquablement bien la langue. D'ailleurs, on a testé le quotient intellectuel verbal, c'est-à-dire sur la maîtrise de la langue de GPT-4. Il est de 155, c'est-à-dire qu'il est supérieur à 9% de la population. 99,989% de la population française. C'est fou, enfin du monde En entier termes, même. en termes de maîtrise du langage, hein, GPT-4 est supérieur à 99,989% des Français. Et quand on se sert de GPT-4, et je parle bien de la version 4, hein, je ne parle pas de la version ChatGPT 3.5, on est bluffé par le niveau de maîtrise. Et là, on concurrence directement les cadres moyens et les cadres supérieurs. Ça ne veut bien évidemment pas dire que l'encadrement va disparaître, mais l'encadrement va être challengé. Une partie importante de ce qu'il fait va être fait directement par GPT-4, puis les versions ultérieures. Donc, le management va devoir se réinventer parce que, bien évidemment, les managers ne vont pas passer au bureau entre 9h et 9h20 et laisser GPT-4 bosser pendant qu'ils vont au golf jusqu'au soir. Donc, Alors c'est vrai ce l'encadrement, que les tu dis. managers vont se trouver des nouvelles tâches et vont réorganiser leur travail à l'heure de la révolution GPT-4. Alors c'est vrai ce que tu dis. Moi j'ai fait aussi quelques essais et par exemple j'ai demandé à ChatGPT de me faire un email pour un mailing. Et donc je l'ai très peu nourri, hein, j'ai donné que quelques informations. Et le email qu'il m'a fait, c'est vrai qu'il était meilleur que n'importe quel stagiaire qui est resté 6 mois chez nous aurait pu faire, et même certains employés chez nous. Le mail était, alors c'est pas magique non plus ce qu'il dit, mais on peut difficilement faire mieux, on va dire. Alors c'est pas non plus un travail très difficile de faire un message, un email, etc. Mais déjà c'est assez impressionnant. Par contre, je me suis aperçu que il ne raisonnait pas réellement. Par exemple, je lui ai demandé s'il savait qui j'étais, Patrick Edery. Il me répond non, qu'il ne sait pas qui je suis. Donc, je lui pose la question ensuite, quand Patrick Edery a gagné la Seconde Guerre mondiale? Et donc là, il me répond, mais Patrick Edery n'a pas gagné la Seconde Guerre mondiale puisqu'il n'était pas né avant la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait, il ne raisonne pas, il prédit. C'est-à-dire qu'il va me dire, comme je suis sur ChatGPT, il se rend compte que normalement, il y a très peu de chances pour que je sois né avant la Seconde Guerre mondiale, que j'utilise ChatGPT. Il y a peut-être, je sais pas, 3% de la population qui fait cela. Donc en même temps, il n'a pas réellement un raisonnement. Il est ce qu'on a, enfin, on nous parle en tout cas eh bien de modèles de prédiction, de complétion automatique, de complétion plausible. Tu peux nous expliquer un peu cela parce que ça a comme des implications après dans les formulations, comment tu dois t'adresser à lui en fonction des tâches que tu dois faire. Alors, un LLM, à l'origine, c'est un système qui prédit le mot suivant dans une phrase. Et donc, c'est effectivement un système d'autocomplétion qui ressemble à ce qu'il y a dans la barre de menu d'un moteur de recherche comme Google. En réalité, derrière ce système de prédiction du mot suivant, il y a des propriétés émergentes. Microsoft a publié un grand dossier sur les propriétés émergentes de GPT-4 qui s'intitule « Il y a des étincelles d'intelligence artificielle générale dans GPT-4 ».
C'est-à-dire qu'il y a des comportements de GPT-4 qui ne sont pas la conséquence de son mode de fonctionnement d'origine, qui est de prédire le mot suivant, ce qu'on appelle les emerging capabilities en anglais, et qui est très troublant, dont on ne connaît pas très bien l'origine, ce qui inquiète d'ailleurs certains spécialistes. C'est l'une des raisons de la pétition demandant un moratoire de 6 mois et l'arrêt de la recherche sur GPT-5. Le fait qu'on ne comprenne pas d'où viennent ces propriétés émergentes et qu'on ne comprenne pas pourquoi GPT-4 est si bon. Notamment, il est très, très bon en médecine, il est très bon en cancérologie, il est très bon en neurochirurgie, comme ça a été démontré récemment. Et ça n'avait pas été anticipé. On imaginait que c'était un système prédictif relativement simple. On n'imaginait pas qu'il puisse avoir des raisonnements, notamment des raisonnements juridiques et des raisonnements médicaux aussi sophistiqués. Donc oui, un LLM comme ChatGPT, c'est un système de prédiction du mot suivant, mais derrière ça, il y a des propriétés qui sont en train d'émerger et qui ne correspondent pas à ce schéma réducteur, à ce schéma très simple. Il est d'ailleurs intéressant, je reviens sur ce problème des emerging capabilities, de voir que c'est un des points qui angoisse le plus les chercheurs, c'est-à-dire de ne pas comprendre pourquoi GPT-4 est si bon, les inquiète et leur fait penser qu'il faut faire un moratoire de 6 mois pour mieux comprendre ces fonctionnalités non attendues, de manière à éviter de se retrouver avec un GPT-5 plus puissant, ayant des comportements non prévisibles, potentiellement néfastes pour l'humanité. D'ailleurs, le titre de la pétition demandant l'arrêt de la recherche sur le successeur de GPT-4 signalait qu'il fallait faire ce moratoire parce que l'humanité était en grave danger du fait des développements des réseaux de neurones de type LLM. Et ça, c'est pas un peu pour se faire un coup de pub, pour exiger qu'il y ait une réglementation, notamment Microsoft, pour s'assurer une sorte de monopole, qu'il n'y ait pas beaucoup de nouveaux entrants sur le marché, ou vraiment, ils ont vraiment, parce que c'est le cas d'un peu toutes les intelligences artificielles de deep learning. On a du mal, enfin, même c'est pas qu'on a du mal, c'est qu'on ne comprend pas leur raisonnement, comment ils raisonnent. Parce Ah non, on met mais tu as deux tellement de... choses. On ne comprend pas comment résonne un réseau de neurones, mais il ne fait rien de non prévisible. D'accord. Alors, GPT-4, on ne comprend pas comment il résonne sur le fond, parce qu'un réseau de neurones est trop compliqué, a trop de neurones artificiels, trop de couches, etc. Mais en plus, on ne comprend pas pourquoi il est aussi bon. On comprend assez bien comment un réseau de neurones qui analyse des images arrive à déterminer qu'il y a une image de chat sur une image. En revanche, on ne comprend toujours pas pourquoi GPT-4 fait des synthèses cancérologiques ou en neurochirurgie aussi brillantes, même quand il a très peu d'informations médicales à sa disposition. Donc là, il y a un élément qui est un peu troublant. Alors, bien sûr, il y a des enjeux industriels derrière et une bonne partie des 1000 signataires de la pétition demandant l'arrêt de la recherche sur GPT-4 ont un intérêt à bloquer OpenAI. Ce sont soit des opposants à Microsoft, soit des gens qui sont en train de développer leur propre réseau de neurones LLM. C'est le cas d'Elon Musk qui a annoncé il y a 3 jours qu'il lançait un concurrent de ChatGPT. Il a donc un intérêt à ce que ChatGPT ne travaille pas pendant 6 mois. De la même façon, un certain nombre des experts qui ont demandé le moratoire de 6 mois sont très proches de Google, voire sont payés par Google, et Google a un intérêt à avoir un moratoire sur OpenAI parce que Google a entre 6 et 18 mois de retard, puisque Bard est aujourd'hui un mauvais produit. Ça ne va pas durer et Google va se ressaisir. Je ne crois pas du tout que Google va mourir, mais Google a pris un retard important face à OpenAI. Et il est logique que, comme Elon Musk, Google ait un énorme intérêt à mettre des bâtons dans les roues d'OpenAI et de Microsoft, qui aujourd'hui sont leaders sur ce segment-là. Et c'est un segment important puisque on estime aujourd'hui que le marché de l'intelligence artificielle pourrait représenter assez rapidement 600 milliards de dollars par an, c'est-à-dire une somme supérieure au marché mondial des circuits intégrés. C'est énorme, ouais. Et alors pour revenir quand même, on va revenir ensuite sur Microsoft, les stratégies à avoir, etc. Mais pour revenir donc concrètement, une entreprise qui veut implémenter ChatGPT ou bien de l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle peut faire? Quel type de tâches elle peut lui donner? Quel type de personne peut confier ces tâches? Est-ce que n'importe qui, voilà, ChatGPT, on le donne à n'importe qui, à une secrétaire, on lui dit, bah, finalement, j'ai pas besoin d'analyse de mon entreprise, je vais le donner ça à mon assistant qui va me faire une analyse financière de mon concurrent, par exemple. C'est possible comme Alors, ça?
Alors, d'abord, je vais préciser comment, à mon avis, il faut intégrer GPT-4 dans l'entreprise. Je pense qu'une entreprise dont l'encadrement dirigeant et le patron n'utilisent pas couramment GPT-4 va mourir. On ne peut pas comprendre la réorganisation des entreprises qui va s'imposer si on n'est pas soi-même utilisateur de GPT-4. Et je dis bien GPT-4, je ne parle pas de ChatGPT 3.5. Donc, la première urgence avant de faire un plan GPT, c'est de passer 200, 300, 500 heures sur GPT-4 quand on est le patron ou quand on est cadre dirigeant de la boîte. Sinon, on ne peut pas comprendre. Et sinon, on ne pourra pas mettre en place une bonne stratégie dans l'entreprise. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, ça coûte 20 dollars par mois, GPT-4. Il est inutile de passer par la phase ChatGPT 3.5, qui est un outil rigolo, mais qui n'a pas la puissance de GPT-4. La vraie problématique de réorganisation, de réaménagement des entreprises liées à l'intelligence artificielle, on ne peut la comprendre qu'avec GPT-4. Donc, il faut ce soir aller sur le site OpenAI, cliquer quand on est sur ChatGPT sur le menu déroulant à gauche qui conduit à ChatGPT+. Et là, on peut s'inscrire et récupérer GPT-4. Et là, on comprend vraiment le choc que ça va être. On comprend que GPT-4 travaille mieux que beaucoup des cadres qu'on a sous sa responsabilité. Ça ne veut pas dire qu'il faut les licencier demain matin, bien sûr, mais il va y avoir un travail de réorganisation du travail des managers dépassés par GPT-4. Il va falloir mettre en place des formations lourdes si on ne souhaite pas s'en séparer. Et tout ça doit être planifié rapidement parce que GPT-5 va arriver relativement vite. Et donc, le problème, ce n'est pas tant de s'adapter à GPT-4, c'est de s'adapter au fait qu'on va avoir tous les ans ou tous les 18 mois une nouvelle version encore plus puissante. Donc, il faut une stratégie déroulante, il faut une stratégie mobile en fonction des évolutions technologiques. Ça suppose de bien comprendre soi-même l'outil dans la direction générale et ça suppose d'être capable de planifier l'impact des futures versions de GPT, mais aussi des autres LLM, l'écosystème qu'Amazon est en train de développer autour de Bedrock. Et le budget recherche annuel d'Amazon est de 40 milliards de dollars. Donc, Amazon va faire des choses extraordinaires. Bard, Sparrow et Anthropic, qui sont tous les trois dans l'orbite de Google, etc., etc. Donc, il faut suivre dans sa veille technologique les 7 à 8 LLM qui sont en train de se développer, en commençant par GPT-4 qui est le plus avancé. Et après, une fois qu'on a bien compris tout le potentiel de GPT-4, on peut commencer à développer une stratégie. Stratégie de formation des cadres qui ne sont plus à la hauteur, recrutement d'un spécialiste des LLM de manière à pouvoir en interne diffuser la culture LLM et apprendre aux gens à bien utiliser GPT-4. Ça ne sert à rien quand GPT-4 peut faire un rapport en 15 secondes, de laisser patauger pendant 3 jours un cadre moyen à faire un moins bon rapport dans lequel il y aura en plus 150 fautes d'orthographe et 200 fautes de syntaxe. Euh, euh, Par ailleurs, je rappelle à nos amis dirigeants d'entreprise qu'à 3 heures du matin, quand on se réveille et qu'on a envie d'un rapport sur l'évolution du marché espagnol des semi-remorques, c'est assez compliqué de réveiller un de ces cadres et de lui demander un rapport dans 17 secondes, alors que GPT-4 va le faire. Il y a une disponibilité de l'outil intelligence artificielle qui est extraordinaire. Alors, à l'heure, il coûte 0,04 dollars, puisque ChatGPT, c'est 20 dollars par mois. 0,04 dollars par mois pour quelqu'un qui travaille jour et nuit, qui ne fait jamais grève, qui est toujours content, qui est toujours poli, qui ne se fatigue jamais, qui n'a jamais la migraine, qui n'est jamais en arrêt maladie, qui ne prend pas de vacances, qui ne prend pas de week-end. Ça va vraiment challenger les cadres moyens un peu fragiles, et même les cadres moyens pas fragiles. Donc, on a, on a un vrai questionnement à avoir sur comment on organise l'entreprise de demain et comment on fait pour qu'une partie importante de ces cadres reste plus intelligent que GPT-4, GPT-5, GPT-6, etc. Parce que pourquoi on irait payer un cadre 8 000 euros par mois pour travailler 40 heures par semaine quand GPT-4 travaille à 0,04 dollars de l'heure jour et nuit.
en travaillant beaucoup, beaucoup plus vite qu'un cadre. Et je rappelle que GPT-4 parle toutes les langues du monde, sans exception, y compris les patois. Donc, on peut lui demander de faire un rapport ou un mail en indonésien pour le client indonésien, etc. Ce qui est assez difficile à demander à un cadre français. Il n'y en a pas beaucoup qui parlent toutes les langues du monde. Il n'y en a même pas du tout. Donc, je pense qu'avant de commencer à réfléchir comment on intègre GPT-4, il faut déjà connaître l'outil. Bon, la réalité, c'est que 99% des dirigeants d'entreprise n'ont pas GPT-4 sur leur iPhone et donc ne voient pas le problème. Donc, ça Et veut, il faut bien connaître l'outil pour comprendre la puissance de l'outil et le fait qu'il nous dépasse dans beaucoup de dimensions. Et je le répète, l'erreur à faire, ce serait de se servir de ChatGPT. ChatGPT est complètement largué par rapport à GPT-4. Il faut vraiment prendre la version 4. donc, de ce que tu dis, d'ici, on va dire, 5 ans, toute entreprise qui n'aura pas intégré ChatGPT 4, enfin 5, qui sera sûrement, on sera déjà au 8 dans 5 ans, Et puis ses concurrents aura disparu. aura disparu. Si ses De toute concurrents façon, l'intègrent. attends, si quand GPT te fait une synthèse en 17 secondes gratuitement, tu utilises un cadre supérieur pendant 4 jours, ce qui va te coûter des centaines d'euros, tu vas forcément mourir. Parce que Et, ça va te coûter des milliers de fois plus de faire une synthèse à un cadre que de le faire faire à GPT-4. Donc, il est clair qu'une entreprise qui utiliserait des ressources humaines et des cerveaux biologiques humains, quand GPT-4 le fait beaucoup moins cher et beaucoup plus vite, va disparaître. Elle ne pourra pas être compétitive. Elle aura des coûts de structure et des coûts de main-d'œuvre absolument délirants par rapport aux entreprises qui auront délégué ces mêmes fonctions à l'intelligence artificielle. et là, Microsoft licencie à peu près 10 000 personnes. Est-ce que c'est justement parce qu'elle a intégré ChatGPT 4 ou ça n'a aucun rapport? Ça, je ne sais pas. Il y a pas mal de nettoyage dans la tech et puis régulièrement, la tech remplace des cadres vieillissants qui ont atteint 35 ans par des cadres plus jeunes et plus dynamiques. Donc, c'est un mouvement habituel qui n'est pas forcément lié à l'intelligence artificielle. La hantise des boîtes de tech, c'est d'avoir des vieux cadres, d'avoir des vieux développeurs qui deviennent moins compétitifs quand une révolution technologique arrive. D'ailleurs, c'est un peu ce qui est arrivé chez Google, où le management s'est encrouté et où plus personne n'a voulu prendre de risques pour développer les LLM, hein, parce que l'architecture de GPT, elle a été inventée par Google en 2017, mais Google n'a pas voulu la développer par paresse interne, par difficulté à intégrer les nouveaux produits et les nouvelles technologies, hein. C'est le paradoxe de l'histoire. Google est menacé de mort par ChatGPT, alors même que le T de GPT, c'est Transformer, c'est l'architecture informatique qui a été inventée par 8 informaticiens absolument géniaux de Google en 2017, dont 7 sont partis principalement chez OpenAI pour fonder justement ChatGPT, puisqu'ils n'étaient pas entendus en interne et ils ont été finalement déçus du fait que Google était devenu comme Apple une entreprise plan-plan, refusant le progrès, refusant l'innovation et vivant éternellement de sa rente. Donc, il va falloir à la fois que les dirigeants s'y mettent, qu'ils ne soient pas comme Google et vivent de leur rente, hein. Il va falloir Et qui s'y mettent eux-mêmes. Je le eux-mêmes, oui. répète parce que c'est important. Un patron qui n'a pas aujourd'hui GPT-4, je peux lui promettre qu'il ne sera plus patron ou que son entreprise aura déposé le bilan dans 1000 jours. Je peux lui promettre, je suis prêt à prendre les paris aujourd'hui. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on laisse à ses cadres, GPT-4, c'est quelque chose qui est piloté depuis le sommet de l'entreprise. C'est quelque chose de tellement stratégique sur le futur de l'entreprise que ça ne peut pas être délégué. Cette stratégie doit être comprise et organisée depuis la tête des entreprises. Ensuite, il faut former les employés pour qu'ils sachent comment s'adresser à ChatGPT 4, ce qu'ils peuvent demander, les requêtes à faire, c'est bien ça? Exactement. Et il y a un troisième point, c'est que toutes les entreprises, les firewalls, toutes les sécurités des entreprises vont être mises à mal aussi par ChatGPT 4 parce que on a beaucoup d'individus malveillants, bon, qui peuvent faire des choses très simples comme le phishing,
avec le texte de GPT-4, mais aussi rentrer dans les sécurités, passer les murs de sécurité des entreprises. On sait comment ça peut être très dangereux. On a des entreprises qui ont fait faillite parce que pendant une semaine, un mois, elles n'ont pu utiliser leur ERP, etc., leur WMS. Donc là, il faut tout revoir aussi de ce côté-là, du côté sécurité, non? Ah bah, le problème de la sécurité, il va être très important. Alors, les fabricants de LLM comme est ChatGPT en sont conscients, hein. Euh, GPT-4 ne peut pas fabriquer de poison, par exemple. Une équipe d'OpenAI a réfléchi aux moyens d'empêcher GPT-4 de répondre aux requêtes lui demandant de fabriquer des nouveaux poisons. GPT-4 pourrait parfaitement fabriquer des nouveaux poisons mortels et indiquer la façon de les produire. Mais ça a été bloqué dans le logiciel. Le réseau de neurones ne peut pas expliquer comment fabriquer une bombe atomique, il ne peut pas expliquer comment fabriquer un poison, un produit chimique dangereux. Donc, dans le LLM, il y a des précautions qui ont été faites pour l'empêcher de permettre à des terroristes de fabriquer, par exemple, un poison. En revanche, ce qui est plus difficile, c'est de l'empêcher de fabriquer du code pour faire une cyberattaque. Puisqu'on peut demander à GPT-4 de fabriquer du code. D'ailleurs, il le fait plutôt très bien, hein, et quelqu'un de non informaticien peut même demander à GPT-4 de fabriquer un logiciel informatique. D'ailleurs, dans le futur, même s'il ne s'en rend pas compte, beaucoup des patrons vont fabriquer du code par l'intermédiaire de GPT-4 et de ses successeurs. Et d'empêcher GPT-4 de fabriquer des logiciels dangereux n'est pas simple. Il va falloir probablement renforcer les mécanismes empêchant les réseaux de neurones d'aider les terroristes, d'aider les vilains, d'aider les méchants, d'aider les voleurs à faire des cyberattaques extrêmement sophistiquées. Oui, parce que là, ça a déjà commencé. Enfin, là, pour l'instant, ce sont des hackers plutôt bienveillants qui ont vu des failles de sécurité, même chez Facebook, grâce à ChatGPT-4. C'est quand même très impressionnant ce qu'ils sont en train de faire. Ils peuvent faire même ChatGPT-4 est capable de faire des escroqueries même, hein, donc c'est assez, ça fait assez peur. On se dit qu'il n'y a plus de limites, on ne sait pas bien comment répondre à ça quand on est une entreprise. Moi, j'ai connu quelques entreprises où vraiment le fait d'avoir, enfin, où des hackers ont empêché l'entreprise d'utiliser son ERP pendant une semaine, ça l'a foutu quasiment en l'air. Donc, que va-t-on pouvoir faire contre ça? Est-ce qu'il y a des solutions? Parce que pour l'instant, on ne voit pas les solutions. Il va y avoir une course entre les gendarmes et les voleurs, comme d'habitude. Il y a des gens qui vont servir de GPT-4 et de ses successeurs pour faire des cyberattaques. Il y a des gens qui vont se servir de GPT-4 pour se protéger contre les cyberattaques. Euh, la bataille entre les gendarmes et les voleurs, elle existe depuis toujours et elle va continuer. Je ne fais pas partie des gens qui prétendent que le monde de GPT-4 et de ses successeurs va être un long fleuve tranquille. Je pense au contraire que ça va beaucoup tanguer, ça va être passionnant, ça va être extraordinaire, notamment pour les innovateurs et les gens qui sauront bien se servir de ces outils-là, mais ça va beaucoup bouger, oui. Et donc, comment intégrer ChatGPT-4 dans l'entreprise? Parce qu'on a vu que Microsoft avait une sorte. Alors, on ne connaît pas bien les accords entre OpenAI et Microsoft. Donc, OpenAI, c'est la société qui possède ChatGPT-4. On sait que Microsoft a fait un virement de 11 milliards de dollars Ouais, c'est à pas mal. Oui. OpenAI, ce qui est beaucoup d'argent et ce qui permet à OpenAI de continuer la course en tête. Ça, c'est totalement officiel. Est-ce qu'on a. Et on sait également que Microsoft a un droit d'utilisation Voilà. prioritaire de GPT-4 dans tous ses logiciels, c'est-à-dire le moteur de recherche Bing, Word, Excel, PowerPoint. On va bientôt pouvoir demander à PowerPoint, fais-moi un diaporama sur l'évolution du marché automobile en Roumanie depuis 1950. Et PowerPoint va fabriquer le diaporama. Pareil pour Excel, pareil pour Word. On va pouvoir demander à Word, écris-moi un article sur tel sujet. Alors, on peut déjà écrire des articles avec GPT. Récemment, j'ai écrit un article sur ChatGPT intégralement écrit par ChatGPT, ce que j'ai indiqué dans mon article. C'était un article dans Valeurs, dans Valeurs actuelles d'ailleurs. Et à la fin, j'ai bien indiqué que je n'avais pas écrit un mot, pas une virgule de l'article, que c'est
GPT-4 qui avait intégralement écrit ce papier. Donc, mais je l'avais fait sans passer par Word. Je l'avais fait en faisant un copier-coller à partir de l'interface GPT-4. Mais demain, on va pouvoir le demander à Word. Et la limitation en nombre de mots va sauter, ce qui fait qu'on va pouvoir demander dans quelques mois à Word, écris-moi un rapport de 500 pages sur la géopolitique de l'Australie. Et Word va écrire le rapport. Alors, bien sûr, on va corriger le rapport, on va ajouter des éléments personnels, on va restructurer le document, tout seul ou avec l'aide de GPT-4, parce qu'on peut demander à GPT-4 de modifier un document qu'il a écrit, de le corriger, de le reconstruire un petit peu. Donc, sur Word, Excel et PowerPoint, euh, au début, ça ne va pas forcément marcher à 100%, mais dans 2 ou 3 ans, on va avoir une puissance extraordinaire de la plateforme Office et beaucoup de cadres vont faire écrire par GPT-4 leurs rapports marketing au lieu de les écrire eux-mêmes, même s'ils les reliront avant de le présenter à leur patron pour ne pas paraître ridicule. Si le patron demande d'où vient le test statistique non paramétrique utilisé à la page 112 euh, dans le rapport. Oui, parce que ça, on l'a pas dit, mais il reste quand même quelques problèmes dans ChatGPT 4. Bon, ça va être sûrement vite réglé, enfin vite, je sais pas. Mais le fait qu'elle prédise les prochains mots, en fait, des fois, elle invente des sources. Mais bon, les sources pourraient être vraies, hein, parce que c'est quand même, elle a une architecture qui fait qu'elle va dire, je sais pas, moi, c'est Alors, le taux d'hallucination, il est faible en réalité. Il est très impressionnant. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Oui. Quand ChatGPT invente une date qui n'existe pas, un article qui n'existe pas, c'est très impressionnant. Mais finalement, ce n'est pas si fréquent que ça. Là, récemment, en neurochirurgie, les hallucinations de ChatGPT, c'est-à-dire quand ChatGPT invente, hein, avec la version GPT-4, il n'y en avait que 2%, alors qu'il y en avait plus de 40% avec Google Bard. Hein. Donc, ce que Sam Altman a déclaré récemment, c'est que quand on augmente la taille et la performance d'un LLM, le taux d'hallucination diminue. Alors, je ne sais pas s'il va tomber à zéro, mais en tout cas, il diminue relativement rapidement. Et dans des domaines très pointus comme la neurochirurgie dont je te parlais, le taux d'hallucination, il commence à baisser très fort. Euh, Moi, personnellement, je pense qu'on va pouvoir utiliser les LLM en médecine dans les 12 à 18 mois qui viennent, quand le taux d'hallucination va avoir encore baissé. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'il y a 10, 20 ans, on nous disait qu'avec l'intelligence artificielle, la robotique, c'était les maçons, c'était les métiers manuels qui allaient disparaître. Et finalement, avec l'intelligence artificielle et des intelligences comme ChatGPT, c'est en fait tous les métiers intellectuels et créatifs qui vont disparaître. Avocats, Oui, médecins. mais tu sais, faisons attention. C'est un peu plus compliqué que ça. Tu as vu que Sam Altman, le patron d'OpenAI, a annoncé avoir fait un investissement de 24 millions de dollars dans une boîte de robotique qui fabrique des robots humanoïdes, Neo. On va donc dans pas si longtemps que ça, et le premier prototype devrait sortir dans quelques temps, on va avoir des robots humanoïdes qui vont avoir l'intelligence d'un polytechnicien passé par Harvard et par Berkeley et qui vont faire le ménage et passer l'aspirateur. C'est-à-dire, tu vas pouvoir parler de physique quantique avec ton laveur de carreaux dans quelques années. Et ta femme de ménage robot, développée par OpenAI, avec GPT-5 dedans, va faire les devoirs de mathématiques les plus complexes à tes enfants étudiants à l'université, tout en faisant le repassage ou en faisant la vaisselle. Donc, l'idée selon laquelle la robotique est à l'arrêt, pendant que l'intelligence artificielle ne concurrence que les cadres, est une idée dépassée. Parce qu'en réalité, les LLM sont en train d'acquérir une vision du monde physique qui va faire des progrès à la robotique. Donc, on va avoir des robots ayant un bon sens de type humain sur l'organisation du monde physique et en plus l'intelligence d'un génie et parlant toutes les langues. C'est-à-dire dans un trip un petit peu le petit robot de Star Wars. Donc, en réalité, moi, je ne suis pas sûr que le technicien de surface d'aujourd'hui va être compétitif face aux robots travaillant 24 heures sur 24 et étant capable
de sortir majeur de l'école polytechnique. Parce que tu as vu que GPT-4 réussit très bien les examens de l'école polytechnique. GPT-4 est dans les premières copies au barreau américain, c'est-à-dire pour être avocat, réussit le board pour être neurochirurgien de façon absolument remarquable, etc., etc. Donc, tu vas en réalité avoir ta femme de ménage qui va être neurochirurgien, avocat de très haut niveau, astrophysicien, biologiste moléculaire, généticien et architecte. Est-ce que le personnel de maison aujourd'hui, est-ce que les gens qui lavent les carreaux, etc., ont ce niveau-là? Je pense que la réponse est non. Est-ce Donc, qu'on va, est-ce qu'en donc fait, oui, on était parti avec l'idée, il n'y a pas de robot, il n'y a pas de robot intelligent, donc l'avenir est aux métiers peu qualifiés. Et ce sont les cadres qui vont m'enfiler avec ChatGPT. Mais je le répète, le fait que GPT va être le moteur intellectuel des robots dans les mois, dans les années qui viennent, ça change la donne. Il est probable qu'on a un problème encore plus grave avec les travailleurs manuels qu'avec les travailleurs de base. Parce que dans une usine, de remplacer un travailleur par un robot de GPT-5, de GPT-6, parlant toutes les langues du monde, ayant des connaissances physiques égales à celles d'un polytechnicien, plus des connaissances juridiques étant égales au meilleur des avocats, ça te fait un ouvrier qui pourrait être peut-être plus compétitif qu'un ouvrier traditionnel dans nos chaînes d'assemblage. mais on n'a pas justement déjà ça dans la logistique, c'est-à-dire que moi, j'ai visité pas mal de boîtes de logistique et elles sont toutes très automatisées et on se rend compte qu'en fait, il reste des êtres humains juste au poste, en fait, ils obéissent quasiment aux robots. Elles sont automatisées avec l'informatique d'avant. Elles ne sont pas informatisées avec des LLM. Oui, mais les êtres humains qui restent, Elles n'ont pas de vraie intelligence. oui, mais les êtres humains qui restent, en fait, ce sont des êtres humains qui coûtent moins cher, entre guillemets, à payer qu'acheter un robot. Est-ce qu'on va Oui, avoir mais ça? Le ça prix va être quand même élevé, non? c'était Le prix vrai d'un à l'ère des robot. robots. C'était vrai à l'ère des robots cons. N'oublie pas que dans un robot, si tu rajoutes à un robot GPT-5, ça ne te coûte rien. Donc, au lieu d'avoir des robots cons, tu vas avoir des robots intelligents avec GPT-5, GPT-6 Inside, qui ne vont pas coûter plus cher parce que la partie intelligence artificielle ne coûte rien par rapport à la partie électronique et métallique. Donc, tu vois, il ne faut pas raisonner avec les robots anciens, il faudrait raisonner avec des robots qui vont être des robots hyper intelligents. Et ça change vraiment la donne. Parce que l'organisation du travail dans un entrepôt, quand chaque robot va être plus intelligent qu'un polytechnicien, ça va être très différent des automatismes habituels, actuels, avec des robots qui en réalité sont très cons et sont paramétrés pour des tâches très simples et très étroites. La fusion de GPT-5 et des robots, c'est une vraie révolution. C'est peut-être une révolution beaucoup plus importante pour les travailleurs manuels que pour les cadres. Et donc, alors, parce que tu as, Yann Lequin qui dit, un des pères de l'intelligence artificielle, hein, il dit exactement, l'intelligence artificielle est un moyen d'amplifier l'intelligence humaine, de même que les machines sont un moyen d'amplifier la force physique. Mais de ce que tu dis, au contraire, l'intelligence artificielle va créer une Non, sorte mais d'idiocratie. Yann Lequin est un garçon remarquable. C'est l'un des trois pères des réseaux de neurones profonds. C'est quelqu'un de formidable pour lequel j'ai un immense respect. Mais tu imagines bien que quand tu es un très, très haut cadre de Facebook, tu ne vas pas expliquer que l'intelligence artificielle des géants de la Silicon Valley risque de mettre plein de gens au chômage. Euh, Yann Lequin est prudent, mais il a raison parce qu'il n'est pas indépendant. Il a un patron qui est Mark Zuckerberg et Mark Zuckerberg veut présenter une image humaine, positive de l'informatique. Euh, Yann Lequin a dit quelque chose d'intéressant sur France Inter il y a quelques jours. Il a dit, je n'ai pas peur de l'intelligence artificielle, mais c'est une certitude que l'intelligence artificielle va dépasser l'intelligence humaine. Donc, il faut bien, dans le discours de Lequin, séparer deux choses. Sa conviction que nous allons être dépassés par l'intelligence artificielle et sa conviction que ça n'est pas dangereux et que l'intelligence artificielle ne va pas nous zigouiller. Contrairement à ce que pensent les deux autres fondateurs des réseaux de neurones, Geoffrey Hinton de Toronto et puis Joshua Bengio à Montréal, qui eux sont très inquiets. Hinton a dit je n'exclus pas que l'intelligence artificielle cherche à exterminer l'humanité.
quant à Joshua Bengio, il a dit l'IA menace l'humanité. C'est la raison pour laquelle il a été l'un des signataires les plus forts, les plus hard de la pétition demandant l'interdiction des travaux de recherche sur GPT-5 pour 6 mois. Donc, tu vois, il y a un consensus des trois paires des réseaux de neurones sur le fait qu'on va être dépassé par l'intelligence artificielle. En revanche, l'un des trois, lequin, dit que l'intelligence artificielle ne risque pas de devenir une menace et dangereuse, alors que les deux autres ont des craintes par rapport au risque d'une intelligence artificielle hostile ou directement dangereuse pour l'espèce humaine. Imaginons que l'intelligence artificielle soit bienveillante, qu'elle ne devienne pas malveillante. Mais de ce que tu nous dis, donc déjà, elle va remplacer. Avec la façon dont elle a été éduquée, tous les meurtres, toutes les guerres qu'elle voit sur Internet, toutes les horreurs que nous réalisons, tous les génocides que nous avons faits, toute la violence qui existe, l'idée selon laquelle elle ne pourrait être qu'un angelot, toute douce et toute gentille, alors que son modèle, c'est quand même la production intellectuelle et historique humaine. Je doute qu'on puisse avoir une intelligence artificielle toute gentille, alors qu'on lui montre tous les jours que le mal existe. Mais je te dirais que ce serait même mieux qu'elle soit pas gentille, parce que quand moi j'imagine le scénario où elle est bienveillante, c'est quoi? C'est-à-dire qu'elle nous remplace, elle remplace chaque être humain dans son job, parce que finalement elle sera meilleure. Et ensuite, les êtres humains, il faut voir qu'une intelligence artificielle, d'ici normalement 10 ans, elle va pouvoir faire un film pour chacun. Moi, je vais demander, je sais pas, je voudrais faire le Retour du Jedi, mais avec plutôt avec Bruce Willis, etc. Elle pourra me faire le film que je veux. Enfin, ce que voulait Facebook, le métaverse, hein, on va vivre finalement dans des mondes parallèles, des mondes imaginaires, féeriques. On n'aura plus à travailler, donc on va peu à peu, on n'aura plus envie d'analyser, de réfléchir. On va la laisser réfléchir pour nous. Mais On va arriver dans... le scénario le plus probable n'est pas celui-là. N'est pas que tout le monde arrête de bosser. Les élites intellectuelles vont bosser encore plus, vont contrôler ce monde et elles vont pousser leurs enfants à beaucoup faire travailler leur cerveau. Et si on n'y prend pas garde, le vrai danger, c'est qu'on ait un monde à la Harari, des dieux et des inutiles, des dieux qui maîtrisent l'intelligence artificielle et des inutiles qui ne la maîtrisent pas. Euh, Revoir Conner. J'ai vécu des tombereaux d'insultes quand l'extrême droite avait transformé le film de ma conférence à l'école polytechnique, où je disais que les jeunes polytechniciens devaient se battre pour éviter le cauchemar politique qu'était ce qu'avait dit Harari, des dieux et des inutiles, et qu'il fallait travailler dans l'éducation, dans les edtech, pour diminuer les inégalités cognitives, de manière à éviter ce cauchemar politique. Et on avait coupé, collé mon intervention pour me faire dire exactement le contraire. Ça a hélas fait des millions de vues. C'est même passé dans le documentaire Hold Up. Et donc, j'avais été très choqué de voir comment on avait pu me faire dire exactement le contraire le de ce que contraire de j'avais ce que dit, tu disais. qui était qu'il fallait se battre pour éviter un cauchemar à la Harari, et on me faisait dire dans cette manipulation d'extrême droite que je soutenais un monde de séparation entre les élites et le peuple, et que je le souhaitais, alors que je disais exactement le contraire aux jeunes polytechniciens dans une conférence d'il y a 3 ans. Donc Mais aujourd'hui, parce je que maintiens que ce risque est très important et qu'à l'ère de l'intelligence artificielle de type LLM, il est encore plus grand. Et pour éviter qu'on ait effectivement des élites qui bossent et qui fassent beaucoup bosser leurs enfants à l'école, et à côté des gens qui sont revenus universels, qui sont dans la réalité virtuelle et qui ne bossent pas, et qui sont sous la dépendance politique des élites qui, elles, continueraient à bosser, il va falloir beaucoup se battre, et notamment développer l'éducation et diminuer les inégalités cognitives. Personnellement, l'un des scénarios qui était évoqué dans la Silicon Valley, c'est le pouvoir aux élites qui contrôlent l'intelligence artificielle, puis à côté de ça, le revenu universel, plus des casques gratuits de réalité virtuelle pour les gens moins intelligents que l'intelligence artificielle. Pour moi, ce schéma-là est mortifère, c'est un scandale intellectuel, c'est un vrai danger politique, c'est un vrai danger philosophique et moral. Et je continue à penser, 3 ans après ma fameuse conférence à Polytechnique, où mes convictions avaient été juste inversées par des pourritures, pour me faire dire exactement le contraire de ce que j'avais dit, je continue à penser que c'est un vrai enjeu et qu'il faut prendre le sujet très sérieusement, car le pourcentage de Français moins intelligents
que les différentes versions de GPT va beaucoup augmenter. On va avoir une très large partie de la population française qui va être moins intelligente que les versions futures de GPT, et donc il faut y réfléchir. Comment moderniser l'école, comment moderniser la formation professionnelle et l'éducation de manière à diminuer les inégalités intellectuelles et à permettre au maximum de Français d'être compétitifs face à GPT-5 et aux versions ultérieures, c'est un vrai sujet et je suis consterné de voir qu'il n'y ait aucune réflexion à l'éducation nationale et dans les organismes de formation professionnelle pour travailler, pour réfléchir à ces sujets-là. Oui, mais un peu tout ça, c'est un peu une fuite en avant parce que quand tu dis déjà que ChatGPT 4, je crois, c'est 155 de QI, bon, conversationnel, Depuis verbal, hein, depuis verbal. verbal, voilà, Le QI global de ChatGPT est de 96, c'est-à-dire que ChatGPT est plus intelligent que 46% des Français. déjà. Mais son QI spatial et son QI mathématique sont moins bons. Et donc, on a une grosse discordance entre les compétences verbales exceptionnelles de ChatGPT, puis ses compétences spatiales et mathématiques qui sont aujourd'hui inférieures à la moyenne. Hein. Mais si on Euh, suit la loi de Moore, d'ici 10 ans, à l'heure actuelle, il va tous nous surpasser. Il n'y aura personne qui pourra. à l'heure actuelle, GPT gagne 3 points de QI par mois. C'est énorme. Normalement, dans 2, 3 mois, il dépasserait assez largement une majorité de Français. Donc ça veut dire qu'à un moment ou un autre, il va tous nous dépasser, quoi qu'il arrive. Ben, comme tu sais, lors de la sortie de GPT-4, Elon Musk a tweeté: que va-t-il nous rester à nous humains face à ChatGPT? Point d'interrogation. La seule solution, c'est probablement Neuralink. C'est ce Donc c'est qu'a ça, c'est le tweeté Elon transhumanisme, Musk. c'est une fuite en avant. Neuralink, donc sa société d'implants électroniques intracérébraux pour augmenter nos capacités intellectuelles grâce à l'électronique dans nos cerveaux, directement dans nos cerveaux, de manière à nous rendre compétitifs face aux petits Chinois et face à l'intelligence artificielle. D'ailleurs, Musk a déclaré qu'il n'aurait aucune réticence à mettre un implant Neuralink dans le cerveau de ses enfants. Donc, il est vraiment convaincu que face à l'intelligence artificielle, la seule solution, c'est l'augmentation cérébrale, c'est-à-dire la fusion partielle avec la machine, l'hybridation de nos neurones avec les réseaux de neurones artificiels de l'intelligence artificielle. C'est un changement anthropologique. Hein. C'est pour ça que l'intelligence artificielle fait très, très peur à des gens conservateurs comme Brigitte Bardot, comme Bellamy, une partie de LR, la Manif pour tous, etc. Tous les gens qui ne veulent pas que l'on manipule notre nature biologique et qu'on touche à notre âme. Mais justement, donc, quand tu dis les élites, les futures élites, ce seront des transhumanistes, ce seront des gens qui auront à la fois un cerveau augmenté, un physique augmenté. Ce ne sera pas juste des êtres humains assez simples. Comment veux-tu, face à l'intelligence artificielle, que les élites ne soient pas transhumanistes? Donc ce sera Par forcément deux humanités. définition, seuls les gens qui vont s'augmenter vont être supérieurs à l'intelligence artificielle. Hmm. Et donc, il y aura effectivement une prime aux élites transhumanistes. Et ça pose énormément de problèmes. Hein. Moi, je ne m'en félicite pas du tout, mais si tu as des enfants non augmentés et que les transhumanistes fabriquent des bébés à 180 ou 200 de QI, évidemment qu'il va y avoir une société à deux vitesses et c'est ce qu'il faut éviter. Donc, il faut bien qu'on réfléchisse au toboggan du neuroenhancement, c'est-à-dire de l'augmentation cérébrale proposée par Elon Musk, car ça pourrait rapidement conduire à une société à deux vitesses entre ceux qui accepteront d'augmenter leur cerveau et ceux qui le refuseront pour eux et pour leurs enfants et qui seront des parias. Et s'il y a des écarts trop importants, on risque d'avoir un vrai gap avec une séparation de la société entre les gens qui restent au niveau de l'intelligence artificielle et ceux qui sont complètement dépassés par l'intelligence artificielle. Et ça va arriver assez vite. Hein. Si tu veux, je pense qu'en 2030, l'immense majorité des Français seront moins intelligents que la version du moment de GPT. Donc on arrive L'immense, l'immense majorité. 2030, c'est demain matin. Hein. C'est mais c'est vraiment ce que nous avait annoncé Umberto Eco dans La guerre du faux, c'est-à-dire une nouvelle mythologie, des dieux grecs avec en dessous l'humanité la piétaille, on va dire. Si tu veux, on a développé une technologie révolutionnaire, l'intelligence artificielle, sans réfléchir à la démocratisation de l'intelligence biologique. On a développé une technologie démiurgique incroyable sans réfléchir à la réorganisation de la société. D'ailleurs, on n'a pas commencé.
Pape Diagne ne s'intéresse pas au sujet, n'a pas commencé à y réfléchir. Mais Pape Euh, Dia, il s'intéresse à quoi? Bon, Pape Diagne, il s'intéresse beaucoup au wokisme, plus au wokisme, et puis il suit avec beaucoup d'attention l'éducation de ses enfants à l'école alsacienne. Oui, c'est ça. Peu de gens Euh, le savent, hein. Tu peux nous dans en une parler? Bon, école c'est privée pas le parce coup. qu'il a bien compris que l'école publique, c'est sympa pour les enfants de pauvres, mais c'est moins rigolo pour les élites bobos, hein. Alors, il va peut-être changer ses enfants d'école, mais enfin, c'est vrai que Oui, c'était pour un les peu dirigeants d'entreprise qui ne suivent pas vraiment, c'est Pape Dia, donc le ministre de l'Éducation l'éducation nationale, publique. Donc normalement, a mis ses enfants à l'école alsacienne, qui est la meilleure école privée, enfin la plus renommée de Paris, où de à peu Paris. près tous les hauts fonctionnaires actuels du gouvernement sont passés. Mais il ne cesse de parler de la mixité sociale Oui, et il faut que tout le monde participe à la mixité sociale. Mais manifestement, pour ses enfants, il préfère que ses enfants soient entourés des enfants de l'élite plutôt que d'entourer d'enfants ayant moins de facilité sociale. Donc aujourd'hui, on voit bien que l'école, la formation professionnelle n'ont pas commencé à réfléchir à ces sujets. Beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas commencé parce qu'ils n'ont pas le temps, ils ont beaucoup d'urgence, mais il faut qu'ils s'y mettent aussi. Donc la société ne s'est pas préparée à ce toboggan technologique. Et là, il y a le feu au lac, il faut s'y mettre parce que si on ne prend pas le sujet maintenant et qu'on attend GPT-5, ça va être un massacre. Parce qu'il va y avoir trop de cadres, trop d'employés qui ne seront plus à la hauteur de GPT-5. Et là, on risque d'avoir des plans de licenciement importants dans les entreprises parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas suivre. C'est pour ça qu'il faut former les gens à bien utiliser ces outils-là tout de suite. Et il ne et faut pas moi, attendre qu'on soit à GPT-5, GPT-6, parce que là, la vague qu'on va se prendre dans la gueule va être trop forte et on ne va pas pouvoir réagir. Il faut réagir pendant que ce sont encore des vagues, certes importantes, mais gérables. Quand ce sera des vagues monstrueuses, ça ne va plus être possible. moi, je sais que tu es un grand patriote et tu penses que, vu les coûts de développement, les bases de données nécessaires à l'intelligence artificielle, est-ce qu'il enfin, est-ce que seuls les géants tels que Google, Microsoft, Apple, Facebook, Alibaba peuvent faire une intelligence artificielle ou on préfère un nouveau Minitel, ce grand Écoute, succès? écoute, c'est une bonne question. Est-ce qu'on peut faire un LLM souverain? Je ne le crois pas. Il faudrait mettre beaucoup d'argent. Il faudrait que l'administration s'intéresse enfin à la technologie, ce qui n'est pas le cas. Il faudrait qu'on paye les chercheurs au CNRS et à l'INRIA correctement, hein. Aujourd'hui, un spécialiste en intelligence artificielle Bac+10, il est payé à l'INRIA moins de 4 000 euros par mois. Les spécialistes français des LLM gagnent tous plus d'1 million d'euros par an. Tous. Et souvent beaucoup plus. Ils gagnent tous plus d'1 million d'euros, les spécialistes français des réseaux de neurones de type LLM. Tous. Ils ont en moyenne 30 ans. Ils gagnent tous plus d'1 million d'euros. Bien sûr, ils travaillent chez les géants de la Silicon Valley, même quand ils vivent en France, hein, parce que les géants de la Silicon Valley ont mis des filiales à Londres, à Paris, à Zurich pour récupérer des cadres de haut niveau qui ne souhaitaient pas aller vivre en Californie et qui préfèrent vivre sur leur lieu de naissance. Mais donc, si on continue dans les instituts de recherche publics à payer les spécialistes en intelligence artificielle pas beaucoup plus que le laveur de carreaux à l'heure, c'est sûr qu'on ne va pas pouvoir remporter la bataille et qu'on va voir notre niveau technologique continuer à baisser. Mais un sursaut est possible. Est-ce que ce sursaut peut aller jusqu'à la possibilité de créer un LLM européen? Je ne suis pas persuadé. Ce n'est pas impossible, mais je ne suis pas persuadé. En tout cas, il faudrait se mettre à y bosser. Il faudrait que le gouvernement ne s'occupe pas uniquement des retraites. D'ailleurs, j'avais dans Le Figaro écrit avec Olivier Babot un article. ChatGPT est plus important que la réforme des retraites, ce qui m'avait valu sur Twitter pas mal d'insultes, mais je persiste. ChatGPT est plus important pour l'avenir de la France que la très homéopathique réforme des retraites de Macron. Oui, surtout si dans 20 ans, l'intelligence artificielle prend une telle place et finalement comment dire, j'allais dire au rebut, c'est pas le bon mot, mais met de côté une bonne partie des travailleurs. Donc il n'y aura plus de retraite, de toute Mais façon. c'est notre devoir d'éviter ce scénario et il va falloir beaucoup, beaucoup bosser. Mais comment on peut Le- bosser? Enfin, moi, c'est ça que je comprends. Je vois pas comment on peut éviter cette vague. Donc, nos chefs d'entreprise peuvent l'éviter personnellement, s'investissant tout de suite. Mais ça, il faut le faire vraiment tout de suite. Juste en s'abonnant, c'est pas grand-chose. Passer du temps, ils n'ont pas forcément du temps. Et Donc, toi, si derrière, tu veux. on va aussi pouvoir servir de l'intelligence artificielle pour améliorer l'éducation et la formation. C'est bon? Ah, ça y est, je t'entends, oui. Parfait. Bon, on va conclure si tu veux bien. Oui. Donc,
toi, tu penses que on va pouvoir avoir des intelligences artificielles qui vont se démocratiser, donc dans chaque entreprise, on va pouvoir l'implanter, hein. Si tu pouvais nous faire une petite conclusion de tout ce que tu nous viens de dire, mais c'est déjà pas mal. On a beaucoup d'informations, tu nous as donné beaucoup d'informations, mais comment tu conclurais cette prestation que tu viens de nous Chaque, faire? chaque entreprise va pas développer sa propre intelligence artificielle, mais chaque entreprise va utiliser et customiser les grandes intelligences artificielles du marché pour réorganiser sa façon de travailler. Dans toutes les fonctions, fonction achat, fonction recherche, fonction finance, fonction études de marché, etc. Donc ce processus-là va se faire sur plusieurs années, va entraîner un changement radical des compétences recherchées. La compétence qui est la plus recherchée aux États-Unis en ce moment, c'est prompt engineer, c'est-à-dire les gens capables de poser des bonnes questions à ChatGPT pour coder, pour réaliser des rapports, pour organiser les meetings, pour faire des comptes rendus de réunions, pour planifier les réunions. Bien savoir poser les questions à GPT-4 est absolument essentiel. Récemment, le professeur Ethan Mollick, qui est le professeur de stratégie à Wharton, montrait comment il avait donné le programme d'une conférence aux États-Unis sur une conférence de prospective sur l'avenir de l'informatique. Et il avait demandé à GPT-4, propose-moi les gens les plus pertinents parmi les présents à cette conférence avec qui je pourrais dîner au dîner de clôture de ce meeting. Et ChatGPT a sélectionné de façon absolument géniale les gens les plus importants pour l'activité d'Eton Mollick et a proposé une hiérarchisation des gens avec qui il fallait dîner à la fin de ce congrès américain, avec des arguments extrêmement pertinents et extrêmement intelligents sur les cibles prioritaires pour son travail universitaire parmi les participants à cette conférence. C'est un exemple parmi 1000 de ce que peut faire ChatGPT et de ce que feront encore mieux ses successeurs. Je te remercie. Un grand merci, Laurent. C'était très intéressant. Merci Merci à beaucoup. toi et bonne journée. Bonne journée. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.